va passer maintenant à la deuxième partie de nos journées. Les premières journées ont été thématiques. On a travaillé sur des ateliers, on a exploré l'évolution des compétences dans différents ateliers. Maintenant, on va avoir une approche un peu différente parce qu'on va se poser la question quelle pédagogie adopter pour accompagner l'évolution de ces compétences. Alors, la matinée va se dérouler de la façon suivante. Donc, on va avoir une première table ronde plutôt générale. Et puis après, nous aurons des ateliers plus spécialisés par levier d'action. Alors, pour cette première table sur la pédagogie, nous avons aujourd'hui le plaisir d'avoir avec nous 3 grands experts que je vais vous présenter. Donc, je vais commencer par Lisiane. Peut-être d'ailleurs vous mettre les noms. Hop. Lisiane Beaujard. Alors, Lisiane est directrice de la formation et de l'académie Danone. Lisiane, vous avez fait votre carrière chez Danone. Bon, alors, vous n'êtes pas la première sur scène. Hier, on a déjà eu des Danone. C'est une bonne filière. Et donc, Lisiane a fait donc sa carrière chez Danone. Elle a fait à peu près tous les postes en RH. Et donc là, elle va nous parler de comment Danone fait évoluer les compétences. Ensuite, nous avons Sylvain Humeau. Alors, Sylvain Humeau est le président du GARF. Alors, le GARF, c'est une association qui regroupe les professionnels, les responsables de formation, oui, c'est ça? Je voulais que je vous aide un petit peu. Non, oui, parce que j'ai oublié le A, ce que c'est. Alors, le GARF, c'est le groupement des acteurs et responsables formation. Acteurs, j'avais oublié. Voilà. Et effectivement, c'est une association qui date de 1954. Et le A avant signifiait animateur. Donc, c'était pour des formateurs à la base. Donc, mais Sylvain est aussi un homme d'entreprise, puisque en fait, il a travaillé dans différents groupes, Veolia, Suez, Engie, toujours dans la formation. Et si j'ai bien compris, vous êtes actuellement détaché d'Engie et vous avez monté votre propre entreprise. Voilà. Et puis, nous avons le plaisir d'avoir sur scène un acteur qui représente les IUT, en la présence de Francis Hénard. Francis Hénard est le président de la centrale pédagogique des IUT. La centrale, c'est une association qui, en fait, propose au départ des cas. C'était ça, au départ de l'association, c'était de mettre à disposition des collègues des IUT des cas. Et puis maintenant, la centrale, elle va sur des outils pédagogiques, sur des approches pédagogiques, sur des expériences pédagogiques. Est-ce bien ça, Francis ? On va en parler après. Alors Francis a un parcours dans les IUT, mais pas que, puisqu'il a enseigné dans différents domaines. Et il était précédemment directeur d'IUT. Non ? Non, pardon. J'étais 11 ans directeur de la centrale et j'en suis le président actuellement. Voilà. Très bien, très bien. Pardon pour moi. Alors, on va démarrer. Alors, peut-être pour vous, Sylvain, et pour Lisiane. Bon, on a parlé en début de séance hier beaucoup de la loi Avenir Professionnel, qui a été présentée comme le Big Bang de la formation. Elle a touché, bien évidemment, elle touche le monde de l'enseignement supérieur, elle a touché également, bien évidemment, le monde de la formation en entreprise. Est-ce qu'il y a des choses qui ont bougé ? C'est quoi les grandes évolutions de la formation depuis 2018 ? Oui, alors nous, en ce qui nous concerne, la loi Avenir Professionnel, elle a surtout fait bouger pour rendre le salarié acteur de son propre développement. Ça, vous savez que dans la loi, c'est quelque chose d'important, où il y a notamment toute la partie CPF qui a été très très développée. Et en fait, on a essayé en entreprise de faire la même chose, c'est-à-dire de dire il faut que le salarié se prenne en main. Pas facile, parce que jusqu'à maintenant, il attendait en fait que la formation lui arrive. Donc il attendait d'avoir la convocation, il attendait tout ça, et en fait, il n'était pas vraiment acteur. Donc là, on a commencé petit à petit
à mettre en place des outils, parce qu'on n'en avait pas non plus, pour lui permettre d'aller sur une plateforme et d'aller chercher des choses qui pourraient l'intéresser. Mais c'est ce tournant qu'on a commencé à faire, qui est loin d'être complètement abouti. En fait, c'est peut-être ça le premier tournant. Le deuxième tournant de cette loi, ce que ça nous a permis, c'est plus de reconnaître toutes les formations en situation de travail. La FEST, vous avez dû en entendre parler. Ça, on fait ça depuis historiquement. En usine, nos vendeurs, ils apprennent sur le terrain avec leur hiérarchique ou avec des formateurs. Et ça, c'était jamais reconnu avant. C'est-à-dire que c'était pas considéré comme de la formation. Là, aujourd'hui, la loi nous permet de reconnaître ça comme de la formation. Donc ça veut dire que quand on consolide les données, les chiffres, les heures de formation, on peut les mettre dedans. Alors vous allez me dire, c'est de l'administratif. Oui et non, parce qu'au moins, on commence à montrer que la formation, c'est pas que en salle. C'est aussi sur le terrain. Et ça, on le sait tous, 70% de ce qu'on apprend, on l'apprend en faisant. On ne l'apprend pas dans les livres. Et bien ça, nous, on a mis beaucoup de temps. Pour eux, ce n'était pas de la formation. Pour les salariés, c'était, si ce n'est pas avec un prof, entre guillemets prof, dans une salle, un programme, ce n'était pas de la formation. Donc la loi nous a quand même permis ça et nous a aidés à faire reconnaître ça. Et puis, troisième élément, et là, ce n'est pas vraiment la loi, mais c'est la pandémie, où là, elle nous a fait aussi accélérer le passage au digital. On y reviendra après. Nous, on était à des années-lumière, franchement, on était très loin. Tout était en salle, en présentiel, et très très difficile de commencer à mettre des petits modules. On dit, pas le temps, c'est pas de la formation. Et là, la pandémie nous a obligés. Et donc les gens ont été obligés d'y aller, et finalement, on se sont dit que c'était quand même, finalement, pas si mal. Donc c'est vraiment ça, nos trois impacts, les deux gros impacts de la loi, mais surtout un gros impact de la pandémie qui nous a obligés à accélérer cette transfo digitale. Voilà. Merci Lisiane. Alors pour ceux qui veulent en savoir plus sur la FEST, on a un atelier spécifique tout de suite après qui parlera justement de la formation en situation de travail et des essais qui vont avec. Sylvain, peut-être, comment vous voyez cette évolution Alors, je vais pas reprendre ce qui vient d'être dit. Au GAF, on a un regard un peu plus mitigé sur la réforme de 2018. Tout d'abord, tout simplement parce que, alors pour ceux qui ne l'ont peut-être pas vu ou pas su, mais peut-être que les UT l'ont vu passer, c'est aussi pour les grandes entreprises, les entreprises de plus de 50 salariés, c'est-à-dire quand même peut-être globalement des principaux clients pour les IUT et puis pour les organismes de formation. Pour les plus de 50, c'est la perte des financements, c'est quasiment la perte totale des financements. Il existait auparavant, mais bien avant, il existait un dispositif qui s'appelait la période de professionnalisation, qui a complètement été démantelé. Et donc la période de professionnalisation permettait notamment de financer des parcours assez longs, des parcours en entreprise avec des salariés. Donc voilà. Et donc aujourd'hui, il n'y a plus aucun financement pour les entreprises de plus de 50 salariés. Et d'ailleurs, même s'il y a eu en parallèle la réforme des financeurs, donc je parle notamment des OPCA qui sont devenus les OPCO, en fait, nous, entreprises, on n'a plus de contact quasiment avec eux. Faut dire, on a, à part au niveau de l'apprentissage, mais sinon, on n'a plus de contact avec les OPCO, puisque de toute façon, il n'y a plus de services qui sont à notre destination. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui a été assez fort en termes d'évolution. Cette perte de financement, ça a beaucoup remué. On a d'ailleurs été rencontrer à l'époque le chef de cabinet en amont. Le chef de cabinet, c'était Muriel Pénicaud à l'époque. Et c'était Stéphane Lardy qui après est devenu directeur général de France Compétences. Mais voilà, rien n'y a fait. Autre évolution qui n'a pas été citée, c'est le CPF, et notamment cette monétarisation du CPF qui est passée de l'heure d'un capital en heure à un capital en euros. Malheureusement, alors effectivement, on nous a vendu, je crois que c'était en 2019, en novembre 2019, si je ne dis pas de bêtises, la fameuse application Mon compte formation.gouv, la fameuse application CPF. Et à l'époque, c'était
le summum de ce que l'on allait pouvoir faire. Chaque individu allait pouvoir pianoter sur son téléphone et acheter des belles formations pour se développer. Malheureusement, là, on a un regard un petit peu plus aussi critique au GARF, qui est de dire, en fait, non. Et on a vu et on voit les travers encore aujourd'hui d'un certain nombre de charlatans dans le domaine de la formation qui se sont emparés du dispositif pour le dévoyer totalement. Et ça nuit beaucoup à notre écosystème, à l'image de notre écosystème, en faisant croire aux individus que c'était leur argent, que c'était, s'ils avaient 2 000, 3 000, voire même, soyons fous, 4 000 euros, c'était leur argent et qu'ils devaient le dépenser. Et donc là, il y avait une espèce de fuite en avant, de se dire, je vais perdre cet argent, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire ? Et donc là, financer des formations qui, dans l'urgence, où il n'y a pas de besoin, où il n'y a pas de sens, donc ça a donné toutes ces problématiques. Encore hier, j'ai encore été sollicité par téléphone sur le CPF. Bon, je pense que dans la salle, si on fait un sondage, je crois qu'on est à quasiment 100% des personnes parmi vous qui ont été sollicitées, harcelées, je devrais dire, par ces types de vendeurs. Donc c'est scandaleux. Hein, donc voilà. Donc le CPF, malheureusement, n'a pas forcément financé des formations dans un objectif de développement, dans un objectif déjà personnel ou dans un objectif de co-développement avec une entreprise. En fait, c'est vraiment à la marge. On a financé des permis de conduire, on a financé des formations obligatoires, des formations en langue, des formations bureautiques. Mais après, tout ce qui est certification et qui peut vous intéresser, c'est pas avec 3 000 euros qu'on peut se les financer. Hein. Donc voilà. Hier soir, j'étais avec un représentant du CNAM et on avait le même discours tous les deux en se disant, oui, c'est un gros pchit, hein, ce système de CPF. Donc, deuxième gros chantier, le CPF. Et puis, qui allait avec, et qui vous concerne, j'imagine aussi, Calliope. Ça vous parle aussi, non, Calliope ? Un tout petit peu ? Oui. Et oui, nous sommes aussi concernés. Voilà. Donc, Calliope, où effectivement, on nous a vendu monts et merveilles de comment, ô combien on allait gagner en qualité avec des organismes certifiés Calliope. En fait, le regard qu'on a aussi est assez mitigé. Alors, il y a une grande partie des organismes qui disent que ça leur a quand même poussé à revoir leur processus, à mettre à plat. Et donc, on est quelque part un peu obligé de se re-questionner sur notre processus, de ce que l'on fait. Est-ce qu'il n'y a pas des pistes d'amélioration ? Est-ce que l'on le fait bien ? Est-ce qu'on peut faire plus de services, notamment vis-à-vis des clients entreprises ou des clients tout simplement des bénéficiaires de la formation ? Donc ça, c'était une bonne chose. Après, le système qui a fait qu'on était obligé d'y passer pour des petits ou des moyennes entreprises, des moyens organismes de formation, des CFA, des bilans de compétences et autres, ça n'avait pas de sens. Et ça n'a notamment pas de sens puisque aujourd'hui, on voit beaucoup d'experts sur la toile qui disent que c'est l'école des fans, hein, Calliope. Hein. C'est-à-dire que, en fait, tout le monde a 10 sur 10 au final. Hein. Tout le monde y arrive, sauf que ça a un coût. C'est un coût très très important. Voilà. Et là, on rentre dans le deuxième audit. Et là, c'est peut-être là où il y en a qui vont commencer à avoir un petit peu plus des sueurs froides. C'est maintenant que j'ai présenté mon dispositif, qu'est-ce que je peux présenter pour montrer que j'ai mis en œuvre réellement tout ce que j'avais bien vendu, marketé il y a un an et demi. Donc voilà. Et pour finir là-dessus, puis je suis très bavard, hein, mais pour finir sur Calliope, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'en fait, les grandes entreprises s'en moquent. Elles n'y mettent pas d'importance. Moi, quand je parle à une grande entreprise dans le GARF, je dis, alors Calliope, c'est ton processus de référencement des organismes ? Non. J'ai 80% des entreprises qui me disent ça. Me disent non, de toute façon, en plus, nous, on n'a plus de financement, donc ça ne nous intéresse pas forcément. Donc, voilà. Donc Calliope ne nous intéresse pas. Et puis, c'est essentiellement pour vous, organismes de formation, un processus, une certification sur les processus. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la qualité pédagogique, entre autres. Et là, aujourd'hui, Calliope n'est pas sur ce champ-là. Donc, ça sera peut-être Calliope 2, mais on verra ça à la rentrée. Voilà, j'arrête là. Merci. Francis, dans les IUT, il y a eu aussi des changements
Il se passe toujours plein de choses dans les IUT, bien sûr. Donc, juste un petit rappel, je pense que vous connaissez la structure des IUT. D'abord, je voulais remercier les organisateurs pour ces 2 belles journées qui marquent, je pense, le temps et l'espace dans l'évolution des formations. Et je vais y venir très vite. Je pense que vous connaissez l'organisation des IUT qui ont une chance, c'est le réseau et le maillage. Donc le réseau, il est au niveau des départements. Vous savez qu'il y a 24 départements, donc chaque département est réuni avec des PACD qui gèrent en fin de compte l'ensemble des spécialités. Ensuite, vous avez des directeurs, donc l'ADUT, l'UNPUT, donc qui nous accueillent aujourd'hui. Mais à côté de ce système structurel, il y a des associations. Association entre guillemets services, dont la centrale pédagogique et médias des IUT, d'où est née aussi d'autres associations comme IUT en ligne, Créa IUT, etc. Alors cette association a plus de 40 ans et 3 métiers. Le premier à l'origine c'était l'édition des cas comme support pédagogique. C'est issu de la méthode de l'enseignement du droit où on enseigne par les cas de jurisprudence. Eh bien c'est pareil, ce sont des cas business, etc. Bon, deuxième métier c'est la formation de formateurs. Donc ça fait plus de 40 ans que tous les ans il y a des séminaires, maintenant des webinaires depuis plus de 5 ans. Donc avant la crise Covid, il y avait déjà des mises en place de webinaires pour évidemment la formation de formateurs. Et puis édition, on est éditeur de simulateurs de gestion, de jeux de plateau, etc. Donc tout un ensemble d'outils et dispositifs, et puis maintenant aussi référenceurs d'outils pédagogiques qui vont bien et qui sont en libre disposition sur le net et qui ont été éprouvés. Parce que, comme vous le savez, c'est pas tout de mettre un outil dans les mains d'un collègue. Le tout, c'est de savoir comment on l'utilise. Alors, sur ces 2 journées, je voudrais juste refaire un point parce qu'on entend beaucoup de choses sur les différentes et variées sur les compétences. Je voudrais revenir juste, je pense qu'on marque le pas aujourd'hui du passage du taylorisme au onisme. Donc c'est simple, on était structuré dans les IUT comme dans beaucoup de systèmes de formation en savoir, savoir-faire, savoir-être, qui se déclinaient amphi, TD, TP et couleur gris, jaune, bleu. Je veux dire, c'était très clair, avec tout le système organisationnel, c'est-à-dire au niveau de la rémunération des collègues, les cours d'amphi, enfin, c'est pas les mêmes types de rémunération. On passe à un système connaissance, compétence, pratique. Connaissance, c'est-à-dire un savoir éprouvé. Une compétence, c'est-à-dire, en fin de compte, un savoir-faire contextualisé. Et des pratiques, c'est-à-dire une mise en place adaptée, donc la manière de faire. Donc le système de la centrale fonctionne sur l'ensemble en réseau des collègues et en fonction de leurs pratiques pédagogiques, il y a une mise en commun de ces pratiques pédagogiques. Alors ces pratiques, c'est les manières de faire. Ça, vous savez très bien que ce n'est pas en mettant un étudiant enfermé dans la belle bibliothèque qui est ici qu'on va en sortir quelqu'un de très ingénieux. Donc la pédagogie, c'est comment on va faire passer en fin de compte les choses. Donc on échange sur les pratiques, les manières de faire, les manières d'enseigner. Que ce soit sur des logiciels ou sur certaines matières techniques ou moins techniques. Donc voilà, donc on a mis en place... Alors parlez-nous des évolutions qu'il y a eu. Qu'est-ce que vous avez mis en place de nouveau ces dernières années les projets, le PPP qui est maintenant repris au niveau des universités, le projet professionnel personnalisé est venu des IUT et a été largement en fin de compte instrumentalisé par le réseau et mis en place au niveau de la centrale pédagogique. Tout ce qui est création d'entreprise, le projet et l'apprentissage des sciences de gestion, mais pas que, par la création d'entreprise qui a fini par donner les pépites. 80% c'était alimenté par le réseau IUT et mis en place l'apprentissage, la manière de gérer les stages, les projets. Les jeux d'entreprise, l'organisation des jeux d'entreprise. Et c'est pour ça que je parle d'un passage du taylorisme au onisme. On avait un problème, lorsqu'on fait des jeux d'entreprise, on peut organiser ça, si vous voulez, sur 2, 3, 4 groupes en même temps, sur une semaine bloquée. Donc, gros problème par rapport à un système où, normalement, les collègues ont cours tous les semaines du premier semestre, tel jour, telle heure. Donc, comment on fait pour décaler? Ça a été un gros problème. Et puis,
on n'est pas obligé d'être à 4 profs pour 4 groupes. Donc on pouvait être à 2 profs. Donc le statut de prof évolue vers un statut d'animateur, d'accompagnateur. Il faut décloisonner les salles de cours. Les salles de cours ne fonctionnent pas forcément. On a un problème aussi au niveau des timings parce que les gamins, quand on leur donne le feu, quand on leur donne l'envie, le problème c'est qu'on ferme à 20h. Donc comment on fait par rapport à des universités, par exemple canadiennes, qui eux sont ouvertes la nuit? Donc vous voyez, on a un souci de décloisonnement, de rémunération, parce que normalement la rémunération c'est du face-à-face. Or là on n'est pas toujours en face-à-face, on est des fois en petits groupes, mais on est en temps masqué parce qu'il y a des étudiants qui travaillent en autonomie à côté. Donc tout ça, si vous voulez, ça fait partie du partage sur le système organisationnel pédagogique. Et le rôle du prof, le rôle d'accompagnateur, comment on l'outille, comment on exerce et comment on partage les méthodes. D'accord. Je vais peut-être redonner la parole à Lisiane. On reviendra sur la centrale après, Francis. Lisiane, on voit que il y a eu beaucoup de choses qui ont évolué. Hein. On voit, comme le disait Francis, qu'il y a aussi ce passage vers les compétences, hein, donc qui vous marque, vous, dans le monde de l'entreprise, mais aussi nous, dans le monde des IUT. Est-ce que, au sein de Danone, je pense qu'il y a eu beaucoup de transformations ces dernières années. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques exemples de transformations que vous avez accompagnées par le développement des compétences? Oui. Tout d'abord, je voudrais dire bravo parce que vous êtes en route vers une vraie prise de conscience et une vraie adaptation. Et le système, il n'est pas facile, vous avez raison, le système, la structure, parfois, elle est rigide. Et faire changer les choses, c'est compliqué. Donc vraiment, je trouve que c'est vraiment chouette de cette prise de conscience et ce nouveau chemin. Et en entreprise, c'est pareil. Il ne faut pas croire que ça se fait plus facilement. Restez humble par rapport à ça. On n'est pas là et vous êtes là. On est sur le même chemin que vous. Les rigidités, on les connaît aussi. Alors nous, on a connu, effectivement, on connaît une grosse transformation. Pour ceux qui étaient là hier, j'imagine que vous avez entendu aussi mes collègues de ex-Danone, peut-être qu'ils en ont parlé, je ne sais pas. En fait, depuis pratiquement 2 ans, on a un énorme projet de transformation, enfin qui n'est plus un projet maintenant parce qu'il est fini pratiquement, qui est le projet Local First, vous avez peut-être entendu parler dans la presse, qui en fait regroupe et change toutes les organisations pour qu'elles soient beaucoup plus efficientes. Donc changer dans un gros bateau comme le nôtre, c'est compliqué. Donc je vais vous prendre 2 exemples pour illustrer le rôle du développement des compétences. Parce que ce qui est très compliqué quand même, c'est qu'une compétence, elle est caduque tout de suite. Donc nous, on était habitués à faire un plan de développement des compétences, voilà. Sauf qu'au bout de 3 mois, 6 mois, des fois, c'est même plus la même compétence. Donc comment faire pour être suffisamment agile, le mot à la mode, mais pour avoir toujours quelque chose qui suit le business. Et ça, c'est pas évident à avoir ce mindset-là. Donc, premier exemple dans ce projet de réorganisation, je vais vous prendre l'exemple des vendeurs. Avant, on avait un vendeur qui vendait Evian, donc toute la partie eau, un vendeur qui vendait les produits frais, les yaourts, et un autre vendeur, dans le même magasin, 3 vendeurs, qui vendaient Blédina, les produits pour bébés. Dans cette réorganisation, on a un seul vendeur qui vend les 3, avec des secteurs plus petits. Mais en termes de cohérence, ça paraît évident. Sauf que le vendeur qui historiquement vendait des produits frais, il ne connaît pas l'eau. Et il ne connaît pas Blédina non plus, les produits pour bébé. Donc comment faire pour les faire monter en compétences pour que 6 mois plus tard, quand l'organisation est mise en place, quand il va dans le magasin, il soit capable de parler des produits. Et ça, c'est un projet monde. Donc là, on s'est dit, on ne va pas faire chacun des pays notre propre petite formation et comment on va la faire de façon la plus évidente. Donc là, on a décidé de faire des e-learning, on appelle ça cross-catégorie, et on en a un découverte des métiers du baby, découverte des métiers médicaux, découverte des produits laitiers, découverte des produits de l'eau. Et donc, si je suis dans l'eau, je vais apprendre les autres. Si je suis dans... Voilà. Et alors, ça, c'est super beau.
ils sont bien faits, avec des petits quiz, avec tout ça qui permet aussi de revenir souvent dessus, parce qu'on n'apprend pas tout d'un seul coup. Hein. Mais là aussi, comment forcer, entre guillemets, forcer les salariés à y aller. Parce qu'une fois qu'on a commencé, on s'arrête. On se connecte, on regarde ça 10 minutes et on s'arrête. Donc là, on a été obligé d'inventer des petits jeux. Des petits badges qu'ils avaient. Si une fois qu'on a fini là, on gagne quelque chose. En plus, on est dans une population de vendeurs, donc les jeux, ça, ils aiment bien. Mais vous voyez, c'est pas si évident que ça. C'est pas une fois qu'on a fait un beau programme que ça va se dérouler. Donc ça, c'est le premier exemple que je voulais vous prendre. Un deuxième exemple, on est en train de transformer une de nos usines de lait qui produit des produits frais, donc à côté de Pau, en usine végétale. On va plus faire des yaourts au lait de vache, on va faire du lait d'avoine. Là, c'est une énorme transformation. Et là, on est en usine avec des gens qui sont là historiquement installés. Et là, on a en gros 2 ans pour les préparer. Donc là, on a commencé à imaginer un gros programme, là aussi, de développement pour développer leurs compétences vers le végétal. Et on s'est dit, en les interrogeant, en les écoutant, une des grosses craintes, c'était pas trop de cette usine qui allait se développer, parce qu'ils se disent, finalement, c'est quand même l'avenir. Hein. Mais c'est surtout, est-ce que je vais y arriver ? Est-ce que je ne vais pas être à côté ? Est-ce que je ne vais pas avoir honte vis-à-vis des autres parce que je ne vais pas arriver à me former ? Parce que ça fait longtemps qu'ils ne se sont pas forcément formés comme ça. Et donc, on a fait une première approche, un premier module qui était apprendre à réapprendre, juste pour leur redonner confiance et montrer qu'ils apprennent tout le temps. Parce qu'il y en a plein qui ont dit mais moi je ne suis pas allé en formation depuis des lustres. Oui, sauf que la formation, on leur a montré qu'ils en font tout le temps. Et puis dans cette formation, apprendre à réapprendre, on l'a fait de façon très ludique. On leur a fait découvrir une usine de végétal en virtuel, avec des lunettes. Vous imaginez, si on avait parlé de virtuel avant, ils nous auraient dit non, c'est pas possible. Et là, ils ont pris plaisir. Ils se sont rendus compte que c'était pas si compliqué que ça. Donc, vous voyez, première approche. Puis après, on a fait une autre approche, plus soft skills, là pour le coup, sur moi et le changement. Comment je me comporte dans le changement. Et de dire des changements, mais vous en avez vécu tout le temps. N'ayez pas peur. Et vous les avez passés. Et on les a fait réfléchir là-dessus. Et ça a été assez puissant. Et ensuite, on est en train, hein, c'est pas du tout fini, mais découverte du monde du végétal. On leur a fait goûter, on leur a fait tester, vous voyez, très expérientiel pour montrer à quoi ça ressemble. Et autre partie, je fais ça parce qu'on l'a fait sous forme d'une pyramide, qui est après, ça va être effectivement des modules plus techniques, avec les nouvelles machines qui arrivent, comment je les mets en route, voilà. Et en parallèle de tout ça, parce qu'évidemment, il y a du numérique, il y a du digital et il y a la trouille, on a fait un module tout simple sur la découverte des savoirs de base du numérique, basé sur le référentiel Cléa numérique, que vous connaissez peut-être, mais en fait tout simple, c'est-à-dire que c'est à tiroir, et chacun en fonction de là où il va voir. Donc c'est la tablette, donc on a fait beaucoup sur tablette, parce qu'ils vont avoir à travailler sur tablette pour faire leurs opérations. Et ne serait-ce que déjà, le premier module, c'est comment je l'allume, comment je l'éteins, quels sont les premiers écrans, pour leur montrer qu'on est là et on va le faire pas à pas. Donc il n'y a plus de honte, parce qu'ils peuvent y aller en fonction de là où ils sont. Certains vont aller directement peut-être au module 3, parce que le 1 et le 2, ils connaissent déjà. Voilà. Donc ça, vous voyez, c'est du développement des compétences, mais aussi très, très adapté et presque de la dentelle, je dis un peu ça, parce qu'en fait, on se met quand même dans les baskets de l'apprenant. Et ça, je pense que c'est vraiment clé. Quand on monte quelque chose, quand on commence à réfléchir aux compétences, il y a les compétences de demain, les compétences du futur, mais il y a aussi, tout de suite, là maintenant, ça va être quoi les freins ? Donc une fois qu'on a compris ça permet de lever déjà quelques freins. Ça ne veut pas dire que ça va être tout rose derrière, hein, mais en tout cas, ça permet ça. Voilà les 2 exemples que je voudrais vous donner, un peu de transformation qu'on connaît nous, business, et comment le développement des compétences accompagne cette transformation-là. Oui, si je comprends bien, vous avez, au-delà des contenus, assemblé des modalités, utilisé des modalités pédagogiques différentes
Alors tout à l'heure, Francis parlait de jeux. Vous avez, si j'ai bien compris, donc utilisé des jeux. Vous avez utilisé de la réalité virtuelle. On va revenir sur l'aspect soft skills et réapprendre et apprendre parce que c'est un sujet qui nous intéresse. Mais c'est cet assemblage de modalités pédagogiques différentes, c'est ça ? Et qui ont été pensées spécifiquement par rapport à cette usine, en fait, et à la population des apprenants. Et vous voyez que ce n'est pas la même chose que pour nos vendeurs. Les vendeurs, on n'a pas fait la même chose, puisqu'ils ont beaucoup plus l'habitude d'utiliser l'ordinateur, ils ont tous déjà un ordinateur. En usine, ils n'en ont pas. Donc imaginez des programmes en digital, ça ne marcherait pas. Donc il faut aussi s'adapter et se caler sur l'apprenant pour qu'on soit sûr que ça transforme quelque chose. Parce que le business se transforme, mais il faut aussi que nous, on transforme les habitudes. Et ça, c'est compliqué. Sylvain, là, on fait référence à des outils qui sont des outils assez évolués quand on parle de réalité virtuelle, etc. Est-ce que c'est quelque chose que vous voyez, est-ce que c'est spécifique à Danone ou est-ce que c'est quelque chose que vous voyez de façon générale dans le monde de vos adhérents ? Oh non, effectivement. Heureusement que ce n'est pas spécifique à Danone, parce que effectivement, c'est bien partagé. Bon, c'est vrai qu'effectivement, pour prendre ce que disait Lisiane, ça fait déjà quand même, on va dire 15-20 ans à peu près que le digital pousse de plus en plus dans le monde de la formation. Alors, effectivement, c'est assez compliqué de tout suivre, hein. C'est-à-dire que la veille technologique dans le monde du digital est complexe parce qu'elle est multiple. Et puis chacun de nous, on est aussi pris par notre quotidien. Donc, on n'est pas des spécialistes de la tech. Donc effectivement, on essaye d'avoir cette curiosité et de suivre. Et donc oui, on pourra citer quelques dispositifs, mais ce qui est vrai, c'est que souvent, ce sont les grandes crises qui sont des déclencheurs ou des accélérateurs. Je crois que c'est Darwin qui parlait de l'évolution en escalier, mais c'est souvent un peu ça, hein. C'est effectivement des grands moments où là, on n'est pas obligé, on est obligé, on doit y aller. Et on y va. Et donc, ce qui s'est passé en 2020, c'est que c'est la moyenne à peu près, hein, mais 80% des plans de développement de compétences qui avaient été construits avant ont dû passer en distanciel. Donc, avec toutes les difficultés qu'on a pu avoir, avec toutes les difficultés matérielles, parce qu'on n'est pas tous aussi bien dotés en matériel, en flux. Voilà. Je discutais, je ne sais plus, c'est hier ou avant-hier avec une personne de la fonction publique, mais qui était adhérent au GARF, et qui me disait moi, pendant les 6 premiers mois, j'ai travaillé avec mon matériel perso, quoi, parce qu'effectivement, on n'était pas prêt. On n'était pas prêt au niveau du matériel à y aller. Et puis, voilà, on y est allé. Et puis, il a fallu aussi accompagner les formateurs aussi, hein. Donc, c'est pas neutre, c'est un autre chantier. Donc là, on y est allé. Donc, alors les dispositifs, le e-learning existait depuis, c'est dans les années 80, hein, les premiers e-learning, ça existe depuis très longtemps. Donc après, ça s'est démocratisé puisqu'on a vu apparaître tous les outils auteurs qui nous permettent de faire, voilà, on appelle ça du e-learning, on appelle ça du rapid learning de façon assez simple. On a vu apparaître après, des dispositifs comme le motion design aussi qui arrivent et qui agrémentent. Alors, en modalité seule, peut-être pas forcément, mais ça agrémente. Bien sûr, aussi, dans les années... alors, c'est peut-être plutôt 2000, on a vu arriver les ZUT, pas les simulateurs, les serious games, voilà, c'est ça, les serious games. Les serious games qui aussi ont été fortement utilisés, et on y reviendra notamment sur les soft skills, hein, et ça continue toujours, hein, donc ça s'améliore et on trouve de belles choses. Et puis après, on a eu les MOOC qui sont arrivés, donc qui ont pas mal révolutionné le monde de l'entreprise. Donc les MOOC dans lequel effectivement qui étaient portés par des universités, puis après qui ont été portés par différents organismes, et puis on a même eu d'ailleurs les COOC. Alors ça va, c'est tous ces jargons-là. Alors effectivement, les COOC, les SPOC, les MOOC, enfin bon bref, tous ces jargons-là. Les COOC, ce sont effectivement des MOOC, mais adaptés plutôt au marketing par des grands groupes. Donc moi, quand j'étais chez Engie, on avait notre COOC, le COOC Engie.
Et d'ailleurs, ce qui est assez amusant, c'était pas la direction formation qui portait le Cook-NJ, c'était la communication, la direction de la communication qui le portait. Donc on voit bien un petit peu le curseur qui bouge sur les objectifs et les enjeux. Et puis, bien sûr, après, tout ce qui est réalité virtuelle. Donc là, on en voit beaucoup, des simulateurs où effectivement, on arrive certainement quelquefois à être bien malade parce que à force d'être dans ce monde virtuel, on en perd le fait qu'on ait bien les pieds accrochés au sol. Et puis la réalité augmentée qui arrive. Et puis demain, le métavers, qui, quand je dis demain, on y est. Mais même si dans le domaine de la formation, il y a encore des freins sur le métavers, mais bon, voilà. Donc oui, on y va, et il faut constamment suivre, et le monde de la formation va suivre, on va continuer. Nous, le GARF, on a effectivement on a tous les 15 jours, avec un partenaire externe, on a des webinaires pour nous acculturer sur le monde du digital ou autre. Le dernier webinaire qu'on a eu, c'était sur faut-il s'approprier. Alors le dernier réseau social, j'oublie toujours son nom parce que je ne suis pas très calé dessus. Comment il s'appelle Ah zut. Non, pas Twitter, c'est vieux. Un des derniers pour les jeunes. TikTok, merci. TikTok. Oui, donc faut-il s'approprier TikTok dans le domaine de la formation ? Moi au début alors je suis peut-être aussi un petit peu grisonnant, on va dire ça, mais et au début j'étais pas super persuadé, et puis 1h30 de webinaire après, je me dis tiens, finalement il y a des belles choses, il y a des choses effectivement sur lesquelles on peut faire. Voilà, donc c'est vraiment oui, il faut s'approprier ces nouvelles technologies, oui, de toute façon on peut pas rester à côté, il faut faire attention, il faut pas non plus partir pour des mauvaises raisons, c'est pas pour des raisons politiques où on a, et peut-être que Lisiane doit avoir ça chez Danone, moi j'en avais dans les grands groupes, c'est des grands patrons ou des grands directeurs ou des responsables de services qui veulent marquer de leur empreinte leur passage, et donc ils disent je vais faire un module e-learning, ou je vais faire un MOOC, ou je vais faire ça. Ok, mais pourquoi ? Quel est l'objectif ? Quels sont les objectifs ? C'est ça aussi le problème. Francis, je vous redonnerai après la parole pour les IUT. On va juste tirer le fil des entreprises. Oui, Lisiane. Juste une précision, mais c'est complètement raison. C'est qu'il y a un foisonnement d'outils. Les MOOC, les machins, les trucs. Alors là, il y en a partout. Ça oblige de rester quand même bien les pieds sur terre, parce que pour quelle cible et qu'est-ce qu'on veut faire ? Parce que très vite, si on a une équipe pédagogique un peu jeune, un peu qui a envie, ils se font plaisir. C'est-à-dire qu'on lance des trucs, c'est génial, c'est super. Mais finalement, c'est pas utilisé. Donc ça, c'est vraiment important de pas... En tout cas, moi, avec mon équipe, vraiment, c'était... À chaque fois, je leur disais, quelle cible ? Mettez-vous dans la peau d'un opérateur en usine. Il connaît pas ça. Il faut le faire. Il faut lui faire connaître. Mais attention sur la façon de le faire. Donc, il faut faire très attention de ne pas se faire plaisir à développer des choses parce que ça nous plaît. Et on aime ça. Si on est en pédagogie, c'est qu'on adore ça. Et deuxième chose que je voulais préciser aussi, c'est qu'il ne faut pas croire non plus que l'équipe pédagogique, elle sait tout, elle a tout. Donc comme vous disiez, il faut aussi accompagner l'équipe pédagogique. Au moment du premier confinement, franchement, moi, mon équipe, et moi la première, on n'était pas très à l'aise avec tout ce qui était en train de se passer. On disait, il faut transformer en distanciel. C'est pas, on prend pas le module qu'on met en visio. Ça demande une vraie expertise. Donc là aussi, j'ai pris des experts pour nous former. Donc il ne faut pas oublier ça. C'est que l'équipe pédagogique, il faut aussi continuer à la former parce que parfois, on peut être vite dépassé. Voilà. Juste pour, je vous donne la parole après, je finis juste sur l'exemple. Est-ce que vous avez parlé des soft skills ? Vous pouvez juste préciser ce que vous faites sur les soft skills pour tirer votre exemple jusqu'au bout, puis après je laisse Francis nous expliquer ce qu'ils font sur la centrale. Oui, alors les soft skills, là aussi, c'est quand même un peu le mot à la mode aussi, mais qu'est-ce qu'on fait ? On fait des choses un peu plus expérientielles pour permettre aux salariés un peu de se découvrir, de voir autre chose.
Et moi, j'ai monté un truc, alors, parce que aussi, j'aime bien faire un peu des tests. Il y a 10 ans de ça, j'ai testé un module sur la mindfulness en entreprise. Vous imaginez, on m'a dit, mais t'es folle. On m'a dit, ça y est, t'es tombé dans une secte. Tu vas faire intervenir des gourous. Donc il a fallu que je montre que tout le cursus de la personne que je faisais intervenir, etc. Et ils avaient raison aussi, parce qu'il y a quand même un peu de tout sur ce marché-là. Et en fait, j'étais persuadée que on parle beaucoup de qualité de vie au travail, et j'étais persuadée que c'est pas uniquement en mettant un baby-foot ou je ne sais pas quoi, ça vient aussi de la personne elle-même. Il faut qu'elle prenne conscience de comment elle peut agir sur elle. Et du coup, la mindfulness qu'on a développée était très centrée sur comment je reste focus, comment je zappe pas d'un mail à l'autre en permanence, un téléphone, un machin, je suis sans arrêt, et quel effet ça a sur notre cerveau et sur notre efficacité. Donc j'ai mis ça en place, ça a marché dans quelques équipes, et je peux vous dire qu'au moment du confinement, tout le monde me l'a demandé, tout le monde. Et là, du coup, on l'a mis en libre service avec des petits modules de mindfulness qui reposent aussi sur je respire, je me pose, je ne perds pas mon temps et mon énergie à lutter contre des choses sur lesquelles je n'ai pas d'impact. Donc, vous voyez, c'est des choses très concrètes. Mais je me dis, wow, heureusement que je l'ai fait parce que vraiment, ça, c'est quelque chose qui a énormément aidé, en tout cas, et qui aide aujourd'hui. Et j'ai même plus besoin d'en parler. C'est devenu... ils vont chercher eux-mêmes, il n'y a plus besoin de pousser le truc. Donc ça, c'est un exemple. Un autre exemple, on avait développé un programme pour nos encadrants, et moi, j'étais persuadée aussi que pour bien encadrer, il faut se connaître. Si on ne se connaît pas, c'est compliqué d'encadrer. Donc on a développé, alors il existe plein de choses là aussi, et on a pris un outil qui s'appelle Insights, qui est basé sur les travaux de Carl Jung, et en fait qui est assez simple. Alors là aussi on m'a dit, oh là, ça y est, tu mets les gens dans des cases, parce que c'est des couleurs, ça y est. Bon. Donc là aussi, j'ai mis beaucoup de précautions avec une communauté de gens accrédités pour débriefer, pour que ce ne soit pas complètement galvaudé. Et là aussi, les gens me disent merci parce que, en fait, ça apprend à déjà un peu mieux se connaître, puis surtout comment interagir avec les autres. C'est-à-dire que pourquoi j'interagis mal avec une tel genre de personne alors qu'avec une autre, ça va mieux. Voilà. Mais ça demande du temps. Et souvent, il faut être patient pour faire tourner les choses. Voilà, des exemples. Merci. Francis, vous vouliez réagir? Juste voilà, pour rebondir sur ce qui a été dit. Alors au niveau de tout ce qui est évidemment Serious Games, les jeux, etc. Effectivement, il faut travailler sur un parcours pédagogique pour que effectivement des collègues ne fassent pas le même jeu dans un cours. Bon, donc d'où le décloisonnement. Et ça a été mis en place chez nous dans les UT. Les collègues qui peuvent être enseignants de langue peuvent animer aussi les jeux d'entreprise. Et ça permet, avec le prof de gestion, de marketing, d'économie, en fin de compte, de faire des équipes et de voir un petit peu ce que l'autre fait. Sur les Serious Games, par exemple, dans les échanges de pratiques, en général, un Serious Game, on met l'étudiant ou la personne devant un écran. Et non, nous, on a eu comme pratique aussi de le faire de manière collective. Alors là, c'est hyper intéressant parce qu'on s'aperçoit, quand on fait voter, par exemple, sur des prises de décision, les jeunes s'aperçoivent que tout le monde ne réagit pas comme lui. Donc ça, c'est aussi hyper intéressant. Et dans l'évolution, par exemple, sur un entretien de recadrage, sur un entretien de vente ou un entretien d'embauche en Serious Games, ils s'aperçoivent que les comportements peuvent être différents. Et là, je pense qu'il y a un retour sur eux-mêmes qui est aussi très important. Après, l'utilisation des jeux de rôle, il y a 7-8 ans, on avait édité un petit livret sur les différents types de jeux de rôle que l'on peut utiliser. Alors l'intérêt du jeu de rôle, c'est, en termes de pédagogie, c'est la non-implication tout en étant impliqué. C'est-à-dire, je joue un rôle, donc c'est pas vraiment moi, mais en fin de compte, c'est lui. Donc ça permet de faire passer, en fin de compte, énormément de choses sur les pratiques en étant moins impliqué tout en étant impliqué. Voilà, donc ça c'est hyper important. Sur ce que je voulais également dire, c'est que dans les UT, on est aussi sur des parcours pédagogiques différenciés. C'est-à-dire on essaie d'innover. J'avais parlé du semestre rebondir. Dans d'autres UT, ça s'appelle autrement. C'est en fin de compte les étudiants qui ont raté leur premier semestre, par exemple médecine, etc., peuvent redémarrer un semestre en janvier et donc avoir un parcours différencié pour rattraper la deuxième année
dès septembre. Donc ça, je pense que c'est hyper important aussi de commencer à être hyper modularisé et avoir une pédagogie de plus en plus individualisée. Alors, c'est compliqué dans le système structurel, comme je l'ai dit, qui était le nôtre, c'est-à-dire que normalement on doit être face à des groupes, mais on arrive à l'intérieur du groupe à pouvoir accompagner en fin de compte les étudiants selon les activités pédagogiques qui sont mis en place, expérimentés, etc., et avoir des différences de niveau, si je puis dire, à l'intérieur du même groupe, tout en étant encadré par le collègue. Alors, c'est un peu complexe, mais voilà, ça se fait, c'est mis en place. Voilà ce que je voulais dire sur les EPP qu'on fait à la centrale. Voilà. Mais est-ce que Sylvain parlait de formation. Est-ce que c'est pas aussi le rôle de la centrale d'accompagner vous faites pas des webinaires, vous faites pas tout ça aussi? Si, c'est le deuxième métier, c'est les formations. Alors les formations thématiques se font sur différents domaines, des éléments techniques. Alors sur les techniques pour amener aux compétences et surtout après la pratique pédagogique, comment on va enseigner un nouveau logiciel, une nouvelle technique ou des nouvelles méthodes de commerce, par exemple, les nouvelles comptabilités. On a prévu aussi un séminaire sur les nouvelles comptabilités, comptabilité évidemment environnementale, carbone, actionnariale, salariale, comptabilité globale, comptabilité par activité. Donc c'est des nouvelles formes qui peuvent permettre de faire prendre conscience à la fois aux collègues, mais après aussi retransmettre, parce que la comptabilité carbone, si vous voyez les obligations légales, par exemple pour les vendeurs de matériaux, où le coût logistique et le carbone logistique va être pris en compte dans les livraisons, en fin de compte, des matériaux pour une construction, qui est formé à ça? Donc les IUT ont toujours été assez flexibles dans la mise en place de formations par l'adaptation locale, etc. Donc ça, je pense que ça a été sur les outils, parce que Sylvain parlait d'outils, vous formez aussi aux outils? Oui. Alors dans les outils, il y a les logiciels, il y a également les supports que les collègues. On est éditeur, on est éditeur de supports pédagogiques. Donc notre système économique, en fin de compte, ce sont les départements qui s'abonnent et on rémunère après les auteurs en fonction de leur production pédagogique. Voilà. Et si c'est des serious games qui sont là beaucoup plus lourds, je pense qu'on a par exemple Négociateur, on a Distriville, on a des différents types de logiciels, Expertizer, etc. Là, il y a une négociation qui est faite avec l'auteur et un droit d'auteur. Et voilà. Tout à l'heure, j'ai une question pour Lisiane. Francis parlait de parcours individualisés. Danone, vous êtes allé sur des parcours individualisés aussi ou est-ce que c'est un rêve? Ouais. Je ne sais pas si on peut parler vraiment de parcours individualisé, enfin individualisé par cible peut-être. C'est plutôt ça, parce qu'on ne peut pas raisonnablement faire un parcours individualisé. C'est plus des parcours adaptés à des cibles bien particulières, comme je donnais comme exemple tout à l'heure. Et en fait, nous, notre leitmotiv ou notre combat, c'est, et je pense que c'est le même pour vous aussi, c'est comment on donne envie d'apprendre en permanence. C'est-à-dire comment on donne envie d'aller se développer, comment on n'est pas passif face à des choses qui nous arrivent en disant ouais, faut se former, quoi, faut y aller. Ou alors j'ai choisi dans un catalogue parce qu'il faut avoir une formation dans son plan de développement. C'est comment on donne envie et en permanence, comment on rend le salarié acteur, mais c'est surtout comment on lui donne envie d'apprendre. Et on parle beaucoup de rendre l'entreprise apprenante, mais ça, c'est quoi? C'est donner et permettre l'accessibilité de la formation tout le temps quand on en a envie, quand on en a besoin, et pas uniquement parce qu'on est en salle de 9h à 10h. Voilà. Il faut juste les mettre en situation de besoin. Bon, merci pour ça. Ce que je vous propose, c'est qu'on donne la parole à la salle. Est-ce que vous avez des questions dans la salle? Est-ce qu'il y a des questions ou des réactions? Merci pour vos éclairages. Alors, je rebondis sur la dernière réflexion. Comment rendre justement cette entreprise apprenante et comment donner envie? C'est ça ce que j'ai envie de savoir chez Danone, par exemple, de donner envie aux salariés d'apprendre. Voilà. Quelles sont vos tactiques?
Ouais, c'est une bonne question. Je pense qu'on est en chemin, on est loin d'avoir trouvé toutes les solutions. On teste et on essaye des choses. Alors, par exemple, sur les e-learning, c'est comment on leur donne envie d'y aller. Alors déjà, il faut les faire de façon sympa. On fait témoigner des gens qui l'ont fait, des pairs en fait qui l'ont fait et qui disent c'est génial pour leur donner envie. On peut faire des petits jeux, on peut faire des petits concours. On en est même à se dire comment on rend presque le truc obligatoire. Mais rendre obligatoire, ça veut dire quoi? Ça donne pas forcément envie. Donc ça peut être ça, des jeux, des concours, des témoignages de gens qui l'ont fait et qui disent c'est génial. Après, il faut aussi bien réfléchir sur quand on le fait, que ça soit court, accessible facilement. Le truc de 2 heures, ça marche pas. Voilà. Et puis, j'aime beaucoup ce que vous disiez sur parfois aussi, on l'organise en collectif. C'est-à-dire qu'on prend par équipe et on donne un objectif aux responsables de l'équipe de dire, ben voilà, aujourd'hui, vous allez consacrer 3 quarts d'heure à la formation, le e-learning. Et donc, on le projette ensemble, donc c'est un faux e-learning, entre guillemets, mais quand même, tout le monde le regarde ensemble et il y a des questions-réponses et de l'animation. Donc, ce que vous disiez tout à l'heure, ça permet aussi de donner envie. Autre chose qu'on teste aussi, on n'a pas encore complètement réussi pour l'instant, mais c'est de dire, on veut créer des rituels. Par exemple, chaque vendredi après-midi est consacré à je me forme, je me développe. Donc là aussi, c'est beau sur le papier. C'est pas toujours facile, hein. Quand il y a des réunions, ça s'intercale quand même, faut pas se leurrer. Mais on essaye de créer ça. Et là, le risque, c'est aussi, en fonction des populations, d'avoir des décalages et de la discrimination. C'est quand on est en usine, on ne peut pas arrêter les lignes pour se former. Donc, donc on teste ça. On a testé aussi la minute formation dans chacune des réunions. On demande aux encadrants. Chez nous, on a un programme sécurité depuis très très longtemps. On doit toujours commencer une réunion par le contact sécurité. Donc c'est quelqu'un qui raconte ou qui montre un danger ou quelque chose qui a eu lieu. Ça peut être dans la rue, hein, c'est pas forcément au boulot. Mais ça, c'est quelque chose qui est institué. Et vraiment, on se pose même pas la question. Et on se disait, ça serait bien de faire la même chose sur la minute formation. Donc par exemple, dans chaque réunion, il y a quelqu'un qui raconte quelque chose qu'il a appris. Voilà. Bon. Autre idée aussi, on termine chaque réunion par qu'est-ce que tu as appris là que tu ne savais pas en entrant dans la réunion. Voilà. Alors ça, c'est très beau, hein, ce que je vous dis. C'est pas encore complètement installé, hein. Mais c'est des idées, voilà, des idées qu'on commence à avoir. Voilà. Alors, je sais pas, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, c'est ce qu'on appelle l'employabilité, notamment. Oui, et j'ai vu, j'étais à une réunion il n'y a pas très longtemps, j'ai vu certaines entreprises qui ouvrent même leur formation, on parlait d'entreprises apprenantes, aux familles. Vous voyez, l'anglais, en disant, bah voilà, on a cette formation-là, on l'ouvre aux familles. Je crois que j'ai vu ça aussi chez Orange et tout, je trouve ça génial. Voilà. Ça aussi, ça contribue à rendre l'entreprise apprenante, hein. Juste pour faire le transfert justement de compétences pour nous, les profs aussi, ce que vous dites, c'est par rapport à la minute formation. En tout cas, moi, je l'applique chaque séance parce que je sens qu'une fois nos étudiants sont en entreprise, ils doivent continuer à se former. Et donc, notre rôle, nous aussi, les professeurs et les enseignants, d'inculquer cela pendant nos cours pour que ça devienne une habitude et un réflexe, un rituel. Et moi, par exemple, pour mes pratiques, chaque séance, je leur dis, voilà, avant de commencer, ce que j'appelle moi la minute veille, ce que vous avez appris qui peut rendre service à toute la collectivité. Et à la fin, pareil, c'est ce que tu as appris de nouveau pendant cette séance. Donc on fait toujours un point et je pense que ça donne justement de ce souffle de l'étudiant vers le salarié un jour. Voilà.
Et je crois aussi beaucoup à tout ce qui est événementiel, entre guillemets. Alors avec le confinement, ça a été un peu compliqué, mais la semaine du learning, la semaine du, du développement, ça aussi, on donne à voir. Comme il y a, vous savez, la semaine de la qualité, la semaine de la gentillesse, enfin, il y a beaucoup de choses, le mois de je ne sais pas quoi. Et bien, en fait, si on arrive à mettre ça en œuvre, ça donne à voir et ça donne envie. Oui, bonjour. Je voulais savoir si vous aviez identifié les soft skills et comment, sur lesquels vous souhaitiez que vos collaborateurs soient positionnés. C'est-à-dire, vous nous avez parlé de la manière dont ils pouvaient apprendre à mieux se connaître eux-mêmes et les soft skills qu'ils développent ou qu'ils ont déjà acquises. Mais est-ce que vous travaillez vous-même sur la qualification des grandes compétences douces, clés de vos structures ? Oui, en fait, on travaille sur des attitudes. C'est quoi les attitudes qu'on attend de nos collaborateurs ? Donc, il y a eu un grand programme qui a été développé il y a presque 10 ans maintenant, qui s'appelait CODES, les attitudes CODES, voilà, avec de l'ouverture, etc., basé sur nos valeurs, les valeurs historiques de Danone qui sont l'humanisme, hope, humanisme, ouverture, proximité, enthousiasme. Donc, là-dessus, ça, c'est notre ADN, et on a bâti tout un programme effectivement d'attitude attendue de tous les collaborateurs, là, quelles que soient les personnes, un peu d'attitude de leadership. Et en fait, là, on est en train de les revoir, de les updater avec la nouvelle gouvernance pour se dire c'est quoi dans ce nouveau Danone les attitudes attendues. Voilà. Donc on travaille en permanence là-dessus. Et ça, c'est vraiment clé, c'est de regarder nos programmes en permanence, parce que sinon ils deviennent vite vieux, quoi, caducs et plus adaptés. Donc ça demande à être en permanence dessus pour être sûr que ce qu'on fait en fait colle à la réalité. Juste pour compléter, parce que on parle bien sûr donc des compétences, des hard skills, des compétences métiers, des soft skills, et puis on commence à voir émerger dans les entreprises la recherche de ce qu'on appelle, alors je ne sais pas si c'est les math skills, voilà. Donc en fait, on se rend compte de quoi en entreprise. Je pense que Lisiane peut-être sera d'accord, c'est qu'on connaît pas bien nos collaborateurs. On connaît pas bien, effectivement, quand on parle de la gestion des talents, est-ce que c'est que quelques personnes ou est-ce que tout le monde est susceptible d'avoir des talents ? Mais est-ce que ces talents s'expriment dans l'entreprise ou alors, au contraire, ils ne s'expriment pas forcément parce qu'on ne leur demande pas, mais ils s'expriment peut-être en dehors de l'entreprise. Et on voit de plus en plus d'entreprises qui s'intéressent à ces talents qui ne sont pas mis en œuvre dans l'entreprise, mais qui sont mis en œuvre peut-être dans la créativité. Je fais de la peinture le week-end, je suis musicien, je fais du théâtre, je suis président d'une association de quartier. Voilà. Et ça, jusqu'à présent, voilà, on passait à travers. Et donc, on voit de plus en plus apparaître des entreprises qui réfléchissent dessus. Moi, je me souviens, quand j'étais, il n'y a pas très longtemps, chez Engie, on avait même évoqué l'idée d'avoir un portail, de se doter d'un portail dans lequel chacun pourrait déclarer, au-delà de ses compétences métiers, ses compétences, et de dire, voilà ce que je peux aussi apporter au collectif, au-delà de mes compétences métiers. Et donc, d'autres, en gros, pourraient dire, moi, ça m'intéresse. Et avoir cet échange de compétences, mais un petit peu décorrélé du monde professionnel. Et c'est aussi intéressant parce que dans une société aujourd'hui où on a un taux de désengagement qui est monstrueux, donc la dernière étude que j'ai lue il n'y a pas très longtemps, c'est en Europe, moins de 2 salariés sur 10 sont engagés dans l'entreprise. C'est monstrueux quand vous lisez ça. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment réel, mais c'est officiel. Eh bien, peut-être travailler aussi sur cette valorisation des compétences qui ne sont pas que des compétences métiers, peut permettre de valoriser la personne et peut-être de le réengager dans une entreprise. Voilà, c'est des petites pistes. Très bien, on a 4 minutes, on peut prendre une dernière question. Merci, bonjour. Donc Sandra Legrand, moi je forme sur des soft skills qui sont la prise de parole à l'oral. Et quelle est la part en fait, parce qu'on n'a pas parlé budget, des formations que vous achetez entre guillemets sur étagère qui sont déjà préformatées,
de celles que vous faites sur mesure et qui sont certainement un peu plus chères et plus longues à créer? Alors peut-être pour Danone ou autre. C'est difficile à dire. Alors, il y en a effectivement qu'on achète sur mesure parce qu'on se dit qu'il n'y a pas de spécificité. Je pense qu'on les adapte, en tout cas avec les prestataires avec lesquels on travaille, ils ont quand même une base, ils ont quelque chose. Et puis parfois, on adapte un petit peu aux spécificités Danone. Et puis, il y en a d'autres où on se dit on veut vraiment monter quelque chose de très spécifique. Et là, on la monte nous-mêmes. On se fait souvent aider avec un prestat quand même, expert du métier. Et on le monte. Je vais vous donner un exemple. On a formé nos RH sur les fondamentaux RH. On s'est rendu compte que finalement, même nos RH, quand ils prennent leur poste, etc., ils n'ont pas forcément tous les basiques du droit, du tout ça. Là, il existe des tas de choses sur le marché. Et on s'est dit, non, on a envie de construire ça. Donc, on a pris un organisme de formation avec des avocats et spécialistes en droit social. Et on a construit avec plein d'exemples de chez nous pour que, du coup, la formation en petites capsules, là aussi, des petites vidéos, pour que ce ne soit pas un peu trop indigeste. Voilà. Donc, c'est difficile de dire la part parce qu'on donne beaucoup dedans d'exemples Danone. Alors, ce qu'on fait aussi parfois, c'est que on fait de la co-animation, c'est-à-dire qu'il y a le prestataire et il y a un facilitateur de la boîte qui, du coup, va donner des exemples et des illustrations. Donc ça aide aussi à rendre concret et ça aide l'ancrage des choses, parce que sinon, c'est un peu désincarné. Juste, et je ne vais pas dépasser, promis, alors je pourrais en parler 2 heures de ce sujet-là. C'est notamment aussi un des effets de la loi, alors par contre un des effets plutôt bénéfiques, je pense, de la loi de 2018, c'est l'essor des organismes de formation, ce qu'on appelle les OFE, les organismes de formation d'entreprise, des académies, des universités, tous ces termes-là, ça existait déjà avant, je rassure, mais ça s'est encore plus développé, et notamment pas que sur les aspects... où on avait les académies, les universités qui étaient plutôt pour les managers et les top managers, mais aussi pour tous les publics, où on va avoir effectivement une identification des experts, un accompagnement de ces experts à la construction pédagogique et au transfert de savoir et de savoir-faire, et puis avec toute une construction. Ça, par contre, on le rencontre de façon très très forte depuis 4-5 ans dans le monde des entreprises. Beaucoup d'entreprises se posent la question de comment faire, comment mettre en œuvre un organisme de formation interne, comment identifier les compétences en interne, comment accompagner les experts, et puis comment animer le réseau des formateurs internes. Alors là, on pourra en parler très longtemps. Bien, écoutez, merci beaucoup. Il est 11h40, donc on va devoir arrêter cette table ronde. Merci. Merci beaucoup. Alors, je vous rappelle qu'il y a 3 ateliers après. Un premier dans la bibliothèque sur les innovations technologiques et les réalités virtuelles, qui est juste là. Dans la salle RUEF, donc un atelier sur la FEST et les SAE. Et puis ici, on va continuer à parler de formation tout au long de la vie.